Chapitre 1er. Pourquoi nous sommes coupés de nous-mêmes, de nos sentiments ou de nos besoins? Notre monde intellectuel est fait de catégories. Il est bordé de frontières arbitraires et artificielles. Il faut construire des ponts. Mais pour cela, il faut une connaissance, une vision plus grande de l'homme et de sa destinée. Préambule. Je n'ai pas les mots pour dire ma solitude, ma tristesse ou ma colère. Je n'ai pas les mots pour dire mon besoin d'échange, de compréhension, de reconnaissance. Alors je critique, j'insulte ou je frappe. Alors je me pique, je picole ou je déprime. La violence, intériorisée ou extériorisée, résulte d'un manque de vocabulaire. Elle est l'expression d'une frustration qui n'a pas trouvé les mots pour se dire. Et pour cause, nous n'avons jamais acquis le vocabulaire de notre vie intérieure. Nous n'avons pas appris à décrire précisément ce que nous sentons ni quels sont nos besoins. Pourtant, depuis l'enfance, nous avons appris beaucoup de mots. Nous pouvons parler d'histoire, de géographie, de mathématiques, de sciences ou de littérature. Nous pouvons décrire une technique informatique ou sportive, discourir sur l'économie ou le droit. Mais les mots de la vie intérieure, quand les avons-nous appris? En grandissant, nous nous sommes coupés de nos sentiments et de nos besoins pour tenter d'être à l'écoute de ceux de papa et maman, des frères et sœurs, de l'instituteur, etc. Fais ce que maman te dit de faire. Fais ce que veut ton petit cousin qui vient jouer cet après-midi. Fais ce qu'on attend de toi. Et nous nous sommes ainsi mis à l'écoute des sentiments et des besoins de tous. Patrons, clients, voisins, collègues de travail, sauf des nôtres. Pour survivre et nous intégrer, nous avons cru devoir nous couper de nous-mêmes. Un jour, cette coupure se paie. Timidité, dépression, doute, hésitation à prendre une décision, incapacité de faire des choix, difficulté à s'engager, perte du goût de vivre, au secours. Nous tournons en rond comme l'eau dans le lavabo qui se vide. L'engloutissement est proche. Nous attendons qu'on nous repêche, qu'on nous donne des instructions et à la fois, nous ne pouvons plus entendre aucune recommandation. Nous sommes saturés. Nous sommes saturés de « il faut que tu »,« il est grand temps que tu devrais ». Nous avons fondamentalement besoin de nous trouver, de nous ancrer solidement en nous-mêmes, de sentir de l'intérieur que c'est nous qui parlons, nous qui décidons, et non plus nos habitudes, nos conditionnements, nos peurs du regard de l'autre. Mais comment? J'aime introduire le processus que je préconise en présentant un petit bonhomme qui est le fruit du travail et de l'imagination d'Hélène Domergue, formatrice en communication non violente à Genève. L'espace mental. La tête symbolise l'espace mental. C'est lui qui a bénéficié de l'essentiel de toute l'éducation que nous avons reçue. C'est lui que nous avons musclé, discipliné, affiné pour être efficace, productif, rapide. Notre corps, lui, notre vie affective, notre vie intérieure n'a pas reçu toute cette attention. Nous avons en effet appris à être sages et raisonnables, à prendre de bonnes décisions bien réfléchies, à analyser, catégoriser et étiqueter toutes choses et à les ranger dans des tiroirs bien distincts. Nous sommes devenus maîtres en logique et en raisonnement. Et depuis l'enfance, c'est notre compréhension intellectuelle des choses qui a été stimulée, exercée, affinée et nuancée. Notre compréhension émotionnelle, elle, n'a pas été que peu ou pas encouragée, quand elle n'a pas été ouvertement découragée. À présent, dans mon travail, j'observe 4 caractéristiques de ce fonctionnement mental qui sont souvent la cause de la violence que nous faisons à nous-mêmes ou que nous imposons aux autres. Jugement, étiquette et catégorie. Nous jugeons l'autre ou une situation en fonction du peu que nous en avons vu et nous prenons le peu que nous en avons vu pour toute la réalité. Par exemple, nous voyons dans la rue un garçon aux cheveux orange taillés en crête et qui porte des piercings dans le visage. Oh, un punk! Encore un de ces révoltés, un marginal qui parasite la société. En un éclair, nous avons jugé. Plus vite que notre ombre, nous ne savons rien de cette personne, qui est peut-être engagée avec passion dans un mouvement de jeunesse, une équipe de théâtre ou la recherche informatique, et contribue
ainsi de tout son talent et de tout son cœur au mouvement du monde. Mais quand quelque chose dans son aspect, dans sa différence, suscite en nous de la peur, de la méfiance et des besoins que nous ne savons pas décoder. Besoin d'accueillir la différence, besoin d'intégration, besoin d'être assuré que la différence n'entraîne pas la rupture. Nous le jugeons. Voyez comme notre jugement fait violence à la beauté, la générosité, la richesse qu'il y a certainement dans cette personne et que nous n'avons pas vu. Autre exemple. Nous voyons passer une dame élégante en manteau de fourrure dans une grosse voiture. Quelle bourgeoisie! Encore une qui ne songe à rien d'autre qu'à faire étalage de sa richesse. Nous jugeons encore. Prenons le peu que nous avons vu de l'autre pour toute sa réalité. Nous l'enfermons dans un petit tiroir. Nous l'emballons sous cellophane. De nouveau, nous faisons violence à toute la beauté de cette personne que nous n'avons pas aperçue parce qu'elle est intérieure. Cette personne est peut-être très généreuse de son temps et de son argent, si elle en a, engagée dans l'entraide et le soutien. Nous n'en savons rien. Encore une fois, un aspect de sa personne éveille en nous peur, méfiance, colère ou tristesse et des besoins que nous ne savons pas décoder. Besoin d'échange, besoin de partage, besoin que les êtres humains contribuent activement au bien-être commun. Alors nous jugeons. Nous coinçons l'autre dans une catégorie. Nous l'enfermons dans un tiroir. Nous prenons la partie émergée de l'iceberg pour tout l'iceberg, alors que chacun sait que 90% de l'iceberg se trouve sous le niveau de la mer, hors de la vue. Rappelons-nous, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Écrivait Saint-Exupéry. Regardons-nous vraiment l'autre avec le cœur? Préjugés, a priori, croyances, toutes faites et automatismes. Nous avons appris à fonctionner par habitude, intégrer des automatismes de pensée, des a priori, des préjugés, à vivre dans un univers de concepts et d'idées, à fabriquer ou à propager des croyances qui ne sont pas vérifiées. Par exemple, les hommes sont des machos. Les femmes ne savent pas conduire. Les fonctionnaires sont tous des feignants. Les politiciens sont tous corrompus. Il faut se battre dans la vie. Il y a des choses qu'il faut faire, qu'on le veuille ou non. On a toujours fait comme cela. Une bonne mère, un bon époux, un bon fils se doit d'eux. Ma femme ne pourrait jamais supporter que je lui parle comme cela. Dans cette famille, on ne peut certainement pas aborder ce sujet. Mon père est quelqu'un qui... Ce sont des expressions qui sont essentiellement le reflet de nos peurs. Ce faisant, nous nous enfermons et enfermons les autres dans une croyance, une habitude, un concept. De nouveau, nous faisons violence aux hommes qui sont tous sauf des machos, qui se sont ouverts à leur sensibilité, à leur délicatesse, à la féminité qui est en eux. Nous faisons violence aux femmes qui conduisent beaucoup mieux que la plupart des hommes, avec à la fois plus de respect pour les autres automobilistes et plus d'efficacité dans la circulation. Nous faisons violence aux fonctionnaires qui se donnent avec générosité et enthousiasme dans leur travail. Nous faisons violence aux politiciens qui exercent leurs fonctions avec loyauté et intégrité et dans le sens du bien commun. Nous nous faisons violence pour toutes ces choses que nous n'osons pas dire ou faire alors qu'elles nous importent vraiment, ou pour toutes celles que nous croyons devoir faire sans prendre le temps de vérifier si elles sont effectivement prioritaires et si nous ne pourrions pas plutôt prendre soin des besoins réels des personnes concernées, ceux des autres ou les nôtres, autrement. Le système binaire ou la dualité. Enfin, nous avons pris l'habitude sécurisante de tout formuler en noir et blanc, en positif et négatif. Une porte doit être ouverte ou fermée. C'est juste ou ce n'est pas juste. On a tort ou raison. Ça se fait ou ça ne se fait pas. C'est à la mode ou c'est dépassé. Il est super chouette ou il est complètement nul. Avec des variantes subtiles. On est intellectuel ou manuel, mathématicien ou artiste, père de famille responsable ou individu fantaisiste, voyageur du casanier, poète ou ingénieur, homo ou hétéro, branché ou rignard. C'est le piège de la dualité, le système binaire. Comme si nous ne pouvions pas être à la fois un intellectuel brillant et un manuel efficace, un mathématicien rigoureux et un artiste
fantasque, un être responsable et plein de fantaisie, un poète délicat et un ingénieur sérieux, comme si nous ne pouvions pas nous aimer au-delà de la dualité sexuelle, être très classique dans certains domaines et très innovateur dans d'autres, comme si la réalité n'était pas toujours infiniment plus riche et colorée que nos pauvres petites catégories, que ces pauvres petits tiroirs dans lesquels nous essayons de la coincer parce que sa mouvance, sa diversité et sa vitalité chatoyante nous déconcertent et nous font peur, et que nous préférons, pour nous rassurer, tout enfermer dans des potiquets d'apothicaires bien étiquetés sur l'étagère de notre intellect. Nous pratiquons cette logique d'exclusion et de division basée sur ou sur soi. Nous jouons à qui a tort, à qui a raison. Jeu tragique qui stigmatise tout ce qui nous divise plutôt que de valoriser tout ce qui nous rassemble. Nous verrons plus loin combien nous nous laissons piéger par ce système binaire et quelle violence il exerce sur nous-mêmes et sur les autres. L'exemple le plus récurrent est celui-ci. Soit nous prenons soin des autres, soit nous prenons soin de nous-mêmes, avec la conséquence que soit nous nous coupons de nous-mêmes, soit nous nous coupons des autres, comme si nous ne pouvons pas à la fois prendre soin des autres et prendre soin de nous-mêmes, être proche des autres sans cesser d'être proche de nous-mêmes. Le langage déresponsabilisant. Nous utilisons un langage qui nous déresponsabilise de ce que nous vivons ou de ce que nous faisons. D'abord, nous avons appris à reporter sur les autres ou sur un facteur extérieur à nous la responsabilité de nos sentiments. Je suis en colère parce que le tu qui tue, évoqué par Jacques Salomé. Je suis triste parce que mes parents, je suis déprimé parce que le monde, la pollution, la couche d'ozone, nous ne prenons aucunement la responsabilité de ce que nous ressentons. Au contraire, nous trouvons un bouc émissaire, nous coupons une tête, nous nous déchargeons de notre mal-être sur l'autre qui sert de paratonnerre à nos frustrations. Ensuite, nous avons également appris à ne pas nous tenir responsables de nos actes. C'est le règlement, ce sont les ordres. La tradition veut que je n'ai pas pu faire autrement. Il faut que, tu dois, j'ai pas le choix, il est temps. C'est pas normal que. Nous verrons combien ce langage nous déconnecte de nous-mêmes et des autres. Et nous a servi d'autant plus subtilement qu'il paraît être un langage responsable. 2. Les sentiments. Dans ce fonctionnement traditionnel qui privilégie le processus mental, nous sommes coupés de nos sentiments et de nos émotions comme par une dalle de béton. Peut-être vous reconnaîtrez-vous un peu dans ce qui suit. Personnellement, j'ai appris à être un petit garçon sage et raisonnable, et à être toujours à l'écoute des autres. Parler de soi ou de ses émotions vis-à-vis de soi-même n'était pas bien perçu quand j'étais un enfant. On pouvait, avec émotion, décrire une peinture ou un jardin, parler d'une musique, d'un livre ou d'un paysage, mais parler de soi, a fortiori avec émotion, était suspecté d'égocentrisme, de narcissisme, de nombrilisme. Ce n'est pas bien de s'occuper de soi, il faut s'occuper des autres, me disait-on. Si un jour j'étais très en colère et que je l'exprimais, j'ai pu entendre quelque chose comme « Ce n'est pas bien d'être en colère, un petit garçon sage ne se met pas en colère. Va dans ta chambre et tu reviendras quand tu auras réfléchi. Bon retour à la raison. » J'allais réfléchir avec ma tête qui avait tôt fait de me juger coupable. Alors je me coupais de mon cœur en mettant ma colère dans ma poche et je redescendais, racheter l'intégration familiale en affichant un faux sourire. Si un autre jour j'étais triste et je ne savais que faire de mes larmes, secouées tout à coup par une de ces lourdes peines qui peuvent s'abattre sur vous sans que vous compreniez pourquoi, et que j'avais juste besoin d'être rassuré et consolé, j'ai pu entendre « Ce n'est pas bien d'être triste, avec tout ce qu'on fait pour vous. » Et puis, il y en a qui sont bien plus malheureux. Va dans ta chambre, tu reviendras quand tu auras réfléchi. Renvoyé à nouveau. Je remontais dans ma chambre et le processus rationnel reprenait le dessus. C'est vrai, j'ai pas le droit d'être triste, j'ai un papa, une maman, des frères et sœurs, des livres pour aller à l'école et des jouets, une maison et à manger. De quoi je me plains? C'est quoi cette tristesse? Je suis un égoïste et un nul. De nouveau, je me condamnais.
Je me culpabilisais, me recoupais de mon cœur. La tristesse allait joindre la colère dans ma poche et je redescendais racheter ma place au sein de la famille avec un faux sourire. Vous voyez qu'on apprend tôt à être gentil plutôt qu'à être vrai. Enfin, un autre jour que j'étais tout joyeux, que j'explorais, que j'explosais de bonheur et que je l'exprimais en courant partout et en mettant la musique à fond ou en racontant toute ma joie, j'ai pu entendre cette phrase. Ne te réjouis pas trop, parce que la vie n'est pas si drôle. Alors là, c'est là la vie. Même la joie n'est pas bienvenue dans le monde des adultes. Qu'est-ce que je fais alors, moi, gamin de 10 ans? J'encode sur mon disque dur intérieur les 2 messages suivants. Être adulte, c'est se couper le plus possible de ses émotions et ne s'en préoccuper que pour faire joli dans une conversation de salon sans déranger personne. Une fois du temps, une fois de temps en temps. Pour être aimé et avoir ma place dans ce monde, je dois faire non pas ce que je veux, ce que je sens, ni ce que je voudrais, mais ce que les autres veulent. Être vraiment moi-même, c'est risquer de perdre l'amour des autres. De cet encodage résultent quelques conditionnements que nous verrons au chapitre 5. Oui, mais, direz-vous, est-ce bien nécessaire d'accueillir toutes ces émotions? Ne risquons-nous pas d'être manipulés par les émotions? Sans doute, pensez-vous à certaines personnes qui sont en colère depuis 50 ans et qui tournent et retournent dans leur colère sans faire un pas de plus. Ou à d'autres qui sont tristes ou nostalgiques et ressassent sans cesse leur morosité sans pouvoir s'en défaire. À d'autres encore que tout rebelles et qui promènent leur révolte partout sans trouver d'apaisement. Effectivement, tourner dans son sentiment comme une poisson rouge dans son bocal n'entraîne aucune évolution et ne fait que donner la nausée. Nos émotions sont comme des vagues de sentiments multiples, agréables ou désagréables, qu'il est intéressant de pouvoir identifier et différencier. L'intérêt d'identifier notre sentiment, c'est qu'il nous renseigne sur nous-mêmes, en nous invitant à identifier nos besoins. Le sentiment fonctionne comme un signal clignotant sur un tableau de bord. Il nous indique qu'une fonction est ou n'est pas remplie, qu'un besoin est ou n'est pas satisfait. Étant bien souvent coupés de nos sentiments, nous ne possédons pas quelques mots pour les décrire. D'un côté, nous pouvons nous sentir bien, heureux, soulagés, détendus, et de l'autre, nous pouvons avoir peur, nous sentir moches, déçus, tristes, en colère. Nous avons bien peu de mots pour nous décrire et malgré tout, nous fonctionnons avec cela. Dans les formations à la communication non violente, une liste de plus de 250 sentiments est distribuée aux participants pour leur permettre d'étoffer leur vocabulaire et donc d'élargir la conscience qu'ils ont de ce qu'ils éprouvent. Cette liste ne tire pas ces mots de l'encyclopédie, mais d'un vocabulaire de mots courants comme nous pouvons en lire dans les journaux et en entendre à la télévision. Toutefois, une pudeur, une réserve transmise de génération en génération nous empêche de les utiliser pour parler de nous-mêmes. Développer notre vocabulaire pour élargir notre conscience de ce que nous vivons. Tout notre apprentissage depuis l'enfance consiste à développer notre conscience dans des matières ou des champs qui nous sont extérieurs. À l'école, nous apprenons l'histoire, la géographie, les mathématiques, et plus tard, nous pouvons étudier la plomberie, l'électricité, l'informatique ou la médecine. Nous développons notre vocabulaire dans toutes sortes de matières et nous acquérons ainsi une certaine maîtrise, une certaine aisance pour traiter de ces matières. L'acquisition du vocabulaire va de pair avec le développement de la conscience. C'est parce que nous avons appris à nommer des éléments et à les différencier que nous pouvons comprendre leur interaction et modifier celle-ci, au besoin. Personnellement, je ne comprends pas grand-chose à la plomberie et lorsque mon chauffe-eau ne s'enclenche plus, je vais appeler le plombier en lui disant qu'il y a un problème. Mon niveau de conscience des éléments en jeu et ma capacité d'agir sur eux tendent vers zéro. Le plombier, lui, va identifier ce qui est en jeu et l'exprimer en termes concrets. C'est votre brûleur qui est défectueux. Oui, ou bien le circuit est entartré. L'injecteur du gaz est vétuste. Le plombier détient ainsi un pouvoir d'action, en ce cas un pouvoir de réparation. Autrefois, lorsqu'il exerçait comme avocat et recevait en consultation des personnes parfois complètement embrouillées, confuses et impuissantes devant leurs difficultés juridiques,
J'ai connu le plaisir de différencier les enjeux, de discerner leurs interactions, de définir des priorités et d'être ainsi en position de pouvoir proposer une action. Le pouvoir d'action est donc lié à la conscience et à la faculté de nommer et de différencier des éléments. Chacun de nous a ainsi appris à disposer d'un certain pouvoir d'action dans des domaines qui lui sont extérieurs. Toutefois, à quel moment dans notre éducation avons-nous appris à nommer les enjeux de notre vie intérieure? À quel moment avons-nous appris à discerner ce qui se passe en nous, à différencier nos sentiments et à les distinguer de nos besoins fondamentaux, à nommer nos besoins et à formuler simplement et souplement des demandes concrètes et négociables qui tiennent compte des besoins des autres? Combien de fois nous sentons-nous impuissants et révoltés de l'impuissance que nous éprouvons par rapport à une colère, une tristesse, une nostalgie qui nous habite tout entier, nous empoisonne comme un venin sans que nous puissions réagir. Au malaise et au sentiment de colère, de tristesse ou de nostalgie s'ajoute alors l'inconfort de l'impuissance. Non seulement je suis malheureux ou en colère, mais je ne sais pas quoi faire pour en sortir. Alors souvent, pour en sortir, nous n'avons d'autre recours que nous retourner contre quelqu'un. Papa, maman, l'école, les copains, les copines, puis les collègues, les clients, le métier, l'État, la pollution, la crise. N'ayant pas de compréhension ni donc de maîtrise de notre vie intérieure, nous trouvons un responsable à l'extérieur qui sert de bouc émissaire à notre peine. Je suis en colère parce que tu, je suis triste parce que vous, je suis révolté parce que le monde. Nous exportons notre difficulté, nous nous en déchargeons sur l'autre, ne sachant la traiter par nous-mêmes. Il s'agit donc de nommer pour pouvoir traiter et pour y parvenir, développer le vocabulaire des sentiments et des besoins de manière à être à l'aise avec cette matière. D'en acquérir petit à petit la maîtrise. La maîtrise n'est pas l'étouffement, c'est la conduite. Le sentiment fonctionne donc comme un signal lumineux sur un tableau de bord. Il nous renseigne sur le besoin. Un sentiment agréable à vivre indique que le besoin est comblé. Un sentiment désagréable à vivre indique qu'il ne l'est pas. Il est donc précieux de connaître cette distinction clé afin d'identifier ce dont j'ai besoin. Car plutôt que de me plaindre de ce que je ne veux plus et d'en faire souvent par une personne incompétente pour m'aider, je vais pouvoir clarifier ce que je veux, mon besoin plutôt que mon manque, et en faire part à la personne compétente pour m'aider, cette personne étant le plus souvent moi-même. Le sentiment fonctionne comme un signal lumineux sur un tableau de bord. Il nous indique qu'une fonction intérieure est ou n'est pas remplie. Voici un exemple que je propose en conférence. Si je roule en voiture sur une route de campagne, je peux me trouver dans les trois situations suivantes. Situation 1, je roule dans une vieille voiture sans tableau de bord, genre Ford Model T des années 1900. Je roule confiant, consommant toute ma réserve sans prendre aucun souci de mon besoin d'essence, puisqu'aucun signal ne le porte à ma conscience. Et tôt ou tard, je tombe en panne d'essence en rase campagne. Pas de signal, pas de prise de conscience du besoin, pas de pouvoir d'action. Situation 2, hypothèse la plus classique, je roule dans une voiture actuelle qui dispose d'un tableau de bord complet. À un moment, ma jauge à essence m'indique que je suis sur la réserve. Aussitôt je rouspète, qui a oublié de mettre de l'essence dans cette voiture? C'est incroyable, c'est toujours sur moi que cela retombe. Il n'y en a pas un dans cette famille pour penser à faire le plein. Je me plains et me plains. Tant et si bien qu'absorbé par ma plainte, je ne vois pas toutes les stations d'essence que je croise sur ma route. À distance régulière, et tôt ou tard, je tombe en panne en rase campagne. Il y avait bien un signal. J'ai pris conscience du besoin, mais je n'ai entrepris aucune action pour me dépanner. J'ai mis toute mon énergie à me plaindre et à chercher un coupable ou quelqu'un sur qui reporter ma frustration. Situation numéro 3. Hypothèse à laquelle la communication non violente nous invite, je roule encore dans une voiture actuelle qui dispose d'un tableau de bord complet. Ma jauge à essence m'indique que je suis sur la réserve. J'identifie mon besoin. Tiens, je vais avoir besoin d'essence. Je ne vois pas de station dans l'immédiat. Que puis-je faire? J'entreprends alors une action concrète et positive.
Je vais être attentif à la prochaine station que je croiserai, m'y rendre et prendre soin de mon besoin. Je me dépanne moi-même. Étant conscient du besoin que j'ai nommé, je m'éveille à la possibilité d'une solution. La solution n'est pas là tout de suite, mais quand j'ai pris conscience du besoin, j'ai infiniment plus de chances de trouver une solution que si, comme dans le premier cas, je n'en ai pas pris conscience. Si je me suis dépanné moi-même en faisant le plein d'essence, je ne vais pas renoncer pour autant à mon besoin de considération ou de respect. De retour à la maison, je pourrais dire à mon conjoint ou à mes enfants, je suis fâché d'avoir dû faire le plein après que vous avez utilisé la voiture, sentiment. J'ai besoin de considération pour mon temps et de respect pour vous, avoir prêté l'automobile que vous utilisez. Seriez-vous d'accord à l'avenir pour remettre vous-même de l'essence dans la voiture? Demande. Si nous sommes souvent coupés de nos sentiments par éducation ou par habitude, nous le sommes encore plus de nos besoins. Les besoins. Si nous sommes déjà largement coupés de nos sentiments, nous le sommes presque tout à fait de nos besoins. Nous avons parfois l'impression qu'une dalle de béton nous coupe de nos besoins. Nous avons plus appris à tenter de comprendre et de satisfaire les besoins des autres qu'à tenter de nous mettre à l'écoute des nôtres. S'écouter a été longtemps synonyme de péché mortel, en tout cas d'égocentrisme ou de nombrilisme. Ce n'est pas bien de s'écouter comme cela. Oh, c'est encore une personne qui s'écoute. L'idée même que l'on puisse avoir des besoins est encore souvent perçue comme infamante. Il est vrai que le mot besoin est souvent mal compris. Il ne s'agit pas ici d'une envie du moment, d'une pulsion passagère, d'un désir capricieux. Il s'agit de nos besoins de base, ceux qui sont essentiels à notre maintien en vie. Ceux que nous devons satisfaire pour trouver un équilibre satisfaisant. Ceux qui touchent à nos valeurs humaines les plus répandues. Identité, respect, compréhension, responsabilité. Liberté, entraide. En avançant dans ma pratique, je vois de plus en plus combien le fait de mieux comprendre nos besoins nous permet de mieux comprendre nos valeurs. J'approfondirai ce point plus loin. Dans un atelier que je donnais, une mère expliquait avec dépit qu'elle n'arrivait pas à comprendre ses enfants. C'était toujours la guerre avec eux. Et elle se disait épuisée de devoir leur imposer 1000 choses qui semblaient ne pas comprendre ou qui leur donnaient l'envie de faire exactement le contraire. Au moment où je lui demandais si elle pouvait identifier ses besoins par rapport à cette situation, elle explosa et dit « Mais on n'est pas sur Terre pour s'occuper de ses besoins. Si tout le monde écoutait ses besoins, ce serait la guerre partout. Ce que vous proposez est d'un égoïsme épouvantable. Est-ce que vous êtes en colère, sentiment, parce que vous souhaiteriez que les êtres humains puissent être attentifs et à l'écoute des uns et des autres afin de pouvoir trouver ensemble des solutions satisfaisantes à leurs besoins? Oui. Est-ce que votre souhait est donc la compréhension et l'harmonie entre les êtres humains? Mais oui. Eh bien, vous voyez, j'ai peine à croire que vous puissiez être adéquatement à l'écoute des besoins de vos enfants, si vous ne commencez pas par être adéquatement à l'écoute des vôtres. J'ai peine à croire que vous puissiez les comprendre dans leur diversité et leurs contradictions, si vous ne prenez pas le temps de vous comprendre et de vous aimer dans votre multiplicité et vos contradictions. Comment vous sentez-vous quand je vous dis cela? Elle reste interdite et silencieuse, au bord des larmes, puis c'est comme si un lent déclic se faisait dans son cœur. Le groupe l'accompagne en silence, dans une profonde empathie. Elle constate alors, dans un grand rire, « C'est incroyable, je prends conscience que je n'ai jamais appris à m'écouter, donc je ne les écoute pas. Je leur impose mes règles, évidemment, qui se rebellent. Je me rebellais aussi à leur âge. Pouvons-nous être vraiment et adéquatement à l'écoute des autres sans être vraiment et adéquatement à l'écoute de nous-mêmes? Pouvons-nous être disponibles et bienveillants vis-à-vis des autres sans l'être vis-à-vis de nous? Pouvons-nous aimer l'autre dans ses différences et ses contradictions sans d'abord nous aimer profondément avec les nôtres? Si nous nous coupons de nos besoins, quelqu'un en paiera le prix, nous-mêmes ou l'autre. La coupure par rapport à nos besoins se paye de différentes façons. En voici les conséquences les plus fréquentes. Nous avons de la peine à faire des choix qui nous engendrent
qui nous engagent personnellement. Dans les affaires, au travail, ça va bien. Mais dans notre vie affective, intime, dans les choix les plus personnels, quelle difficulté. Nous dansons d'un pied sur l'autre, ne sachant que choisir, espérant finalement que les événements ou les gens décident pour nous. Ou alors nous nous imposons un choix, c'est plus raisonnable, c'est plus sage. Impuissants que nous sommes à écouter, à comprendre notre élan profond. Nous sommes des accros du regard de l'autre, incapables d'identifier nos vrais besoins, ceux qui nous appartiennent personnellement. Nous allons souvent dépendre de l'avis des autres. Qu'est-ce que tu en penses? Que ferais-tu à ma place? Ou pire, nous nous coulons dans le moule de leurs attentes telles que nous les imaginons, sans les vérifier, et en nous adaptant et nous suradaptons à elles. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Il faut absolument que je fasse ceci ou cela. Je dois adopter tel comportement, sinon nous nous épuisons à cet exercice de dépendance, à la reconnaissance des autres et à l'extrême. Nous devenons la girouette d'une mode, d'un courant. Tout le monde fait comme cela, je fais comme tout le monde. Nous sommes le jouet de dépendances diverses, argent, pouvoir, sexe, télé, jeux, alcool, médicaments, drogue et aujourd'hui Internet. Ou d'instructions formelles. Je me soumets à l'autorité d'une entreprise exigeante, d'un mouvement politique dirigiste, ou celle d'une secte. J'ai personnellement rencontré beaucoup de personnes souffrant consciemment ou inconsciemment de dépendance reconnue comme telle. À mon sens, la plus répandue et la moins reconnue est celle qui nous tient accrochés au regard de l'autre. Nous ne connaissons pas nos besoins, et pour cause, puisque nous n'avons pas appris à les reconnaître, nous attendons donc quand la drogue, l'alcool, les gens nous les dictent. Nous sommes dépossédés de nous-mêmes, puisque nous avons appris à satisfaire les besoins des autres, à être le bon fils ou la bonne fille, poli, gentil et courtois, le bon gars, comme le nomme Guy Corneau, à l'écoute de tout, sauf de soi-même. Si un jour, malgré tout, nous constatons confusément que nos besoins ne sont pas satisfaits, c'est forcément qu'il y a un coupable. Quelqu'un qui ne s'est pas occupé de nous. Nous entrons alors dans le processus de violence pour agression évoqué précédemment, c'est-à-dire un processus qui fait une large place à la critique, au jugement, à l'insulte et au reproche. Je suis malheureux parce que mes parents, je suis triste parce que mon conjoint, je suis découragé parce que mon patron, je suis déprimé parce que la crise, la pollution. Le plus souvent, nous avons à ce point eu l'expérience de nous sentir soumis aux besoins des autres, ou nous avons à ce point peur de ne pas être en mesure de faire valoir nos propres besoins que nous les imposons aux autres de façon autoritaire et sans appel. Avec moi, c'est comme ça. Et pas autrement. Et maintenant, va ranger ta chambre et tout de suite. Nous entrons alors dans un processus de violence par autorité. Nous sommes épuisés d'essayer de faire valoir nos besoins sans aucun succès. Finalement, nous renonçons. J'écrase, je démissionne de moi-même. Je m'enferme ou je m'enfuis. Dans ce cas, nous ne faisons violence à nous-mêmes. Oui, me direz-vous, mais à quoi bon connaître ses besoins si c'est pour vivre dans une constante frustration? Et sans doute pensez-vous à telle personne qui a bien identifié son besoin d'appartenance ou de reconnaissance et qui passe sa vie à quêter appartenance ou reconnaissance à gauche et à droite, de réunions, de clubs de sport, en activités humanitaires, insatiablement, ou à tel autre qui crève du besoin d'avoir sa place, de trouver son identité et sa solidité intérieure et qui s'agite dans tous les sens. Court les ateliers et les thérapies sans trouver de repos. Nous verrons au chapitre qui suit comment le seul fait d'identifier notre besoin sans même qu'il soit satisfait apporte déjà un soulagement, un bien-être surprenant. En effet, lorsque nous souffrons, la première des souffrances est de ne pas savoir de quoi nous souffrons. Si nous pouvons identifier la cause intérieure de notre mal-être, nous sortons de la confusion. Ainsi, si vous ne vous sentez pas
bien physiquement, si vous avez des douleurs suspectes au ventre, à la tête ou au dos, vous vous affolez. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un cancer, une tumeur. Si vous voyez votre médecin et qu'il identifie la cause en vous signalant que vous faites une indigestion, que votre foie est engorgé ou que vous êtes luxé le dos, vous ne cessez pas d'avoir mal. Mais vous êtes rassuré de savoir ce qui se passe. Vous sortez de la confusion. Il en va de même du besoin. L'identifier permet de sortir de la confusion qui ajoute au mal-être. Ensuite, et c'est surtout en cela que réside l'intérêt d'identifier le besoin, tant que nous ne connaissons pas notre besoin, nous ne savons pas comment le satisfaire. Nous attendons alors souvent que les autres parents, conjoints, enfants viennent satisfaire nos besoins spontanément, en devinant ce qui nous ferait plaisir, alors même que nous aurions bien de la peine à nommer nous-mêmes notre besoin. Voici deux exemples de couples qui viennent en consultation en raison de difficultés dans leur relation. Remarque sur les exemples cités. Les exemples vécus cités dans ce livre sont volontairement raccourcis pour éviter une longue et minutieuse relation des échanges. Si j'ai tenté de conserver l'essentiel de l'interaction, bien entendu, la plupart de ces échanges ont pris bien plus de temps qu'il n'apparaît ici. Le temps accordé au silence et à l'intériorité n'est pas rendu dans le texte, alors qu'il est une part fondamentale du travail. Le temps où le vocabulaire pourra paraître naïf. Je l'utilise souvent volontairement dans mes entretiens afin d'aller à l'essentiel en évitant autant que possible que des considérations mentales ou une compréhension intellectuelle des enjeux viennent parasiter l'écoute et l'éveil intérieur. Dans un climat d'écoute et de profond respect mutuel, les mots et le temps les plus simples ont souvent la portée la plus juste. J'observe que le dépouillement facilite l'acuité de la conscience, car l'attention, étant peu ou pas de toute sollicitée par la compréhension intellectuelle, est toute disponible pour la connaissance émotionnelle. Les noms des personnes sont changés et parfois les rôles ont été intervertis pour respecter la confidentialité des situations. Dans le premier exemple, Madame se plaint de l'incompréhension de Monsieur. Il ne comprend pas mes besoins. Pourriez-vous, lui dis-je, m'indiquer un besoin à vous que vous souhaiteriez qu'il comprenne? Ah non, c'est mon mari quand même, c'est à lui de comprendre mes besoins. Vous voulez dire que vous attendez de lui qu'il devine vos besoins alors même que vous avez de la peine à les définir? Exactement. Et vous jouez depuis longtemps à cette devinette? Cela fait 30 ans qu'on est mariés. Vous devez vous sentir épuisé. Elle fond en larmes. Ah oui, je suis à bout. Vous êtes épuisé parce que vous auriez besoin de compréhension et de soutien de sa part, et que c'est ce que vous attendez depuis longtemps. C'est exactement cela. Eh bien, je crains que vous n'attendiez encore longtemps. Si vous ne prenez pas soin de clarifier vous-même vos besoins et de les lui exprimer. Puis après un long silence, plein de larmes, elle dit « Vous avez raison. C'est moi qui suis dans la confusion. Vous comprenez, dans ma famille, on n'avait pas le droit d'avoir des besoins. Je ne connais donc pas mes besoins, et évidemment, je lui reproche toujours d'être à côté de la plaque sans arriver à lui indiquer ce que je veux vraiment. Alors que fond, je suis convaincu qu'il fait de son mieux. Et il se fâche, évidemment, et moi je boude. C'est l'enfer. Avec ce couple, nous avons donc fait un long travail de compréhension et de clarification des besoins de chacun. Une personne qui a toujours attendu que les autres s'occupent d'elle, sans se prendre en main, parvient difficilement à accepter de s'assumer et la démarche peut être douloureuse. Pourtant, ce n'est qu'au prix de ce travail sur la relation à soi-même que la relation à l'autre peut s'améliorer. Dans le deuxième exemple, c'est monsieur qui se plaint. Ma femme ne me donne aucune reconnaissance. Vous êtes fâché parce que vous avez besoin de reconnaissance de sa part. Exactement. Pourriez-vous m'indiquer ce que vous aimeriez qu'elle dise ou fasse pour vous donner la reconnaissance que vous attendez? Je ne sais pas. Eh bien, elle non plus. Voyez, vous attendez désespérément, semble-t-il, qu'elle vous donne de la reconnaissance sans lui indiquer comment vous voyez concrètement cette marque de reconnaissance. Ce doit être épuisant pour elle de sentir qu'il y a de votre part une demande de reconnaissance qu'elle perçoit sans doute comme insatiable et devant laquelle elle se sent impuissante. Je suppose que plus vous lui demandez de la reconnaissance sans lui indiquer comment faire, plus elle s'enfuit. C'est exactement cela. Alors je suppose que vous êtes fatigué de cette quête éperdue, épuisé.
Épuisé parce que vous avez besoin de partage et de vous sentir proche d'elle, oui. Alors, je vous propose de lui indiquer comment et sur quoi vous aimeriez avoir de la reconnaissance, concrètement. Avec ce couple, nous avons travaillé non plus le besoin, mais la demande concrète. Cet homme se sentait blessé parce qu'il ne recevait pas l'approbation et la reconnaissance qu'il voulait pour les efforts qu'il avait fournis pendant de nombreuses années afin d'assurer la sécurité financière du ménage, en dépit de circonstances matérielles et professionnelles éprouvantes. Il restait dans la plainte vis-à-vis de sa femme. Tu ne mesures pas tous les efforts que j'ai faits. Tu n'as aucune idée de la peine que cela m'a coûté. Elle se refermait à chaque reproche, incapable de le joindre derrière tant d'amertume. Finalement, je lui ai proposé la demande suivante. Est-ce que vous aimeriez savoir si votre femme a mesuré les efforts que vous avez faits et si elle apprécie cet engagement profond de votre part? Oui, c'est exactement ce que j'aimerais lui demander. Eh bien, madame, vous entendez que votre mari a besoin de reconnaissance pour ses efforts. Plus concrètement, il voudrait savoir si vous avez conscience de ses efforts et si vous les appréciez. Évidemment que j'en ai conscience et que je les apprécie. Je ne sais plus comment le lui dire, je crains qu'il n'entend pas, et à la langue, c'est vrai. Je ne réponds plus ou je m'enfuis en passant à autre chose. Vous voulez dire que vous aimeriez à votre tour qu'il puisse entendre que vous êtes non seulement consciente mais touchée par ses efforts? Mais oui, très touchée, émue même. Mais il semble tellement blessé qu'il ne perçoit plus mes marques d'attention. Monsieur, comment vous sentez-vous quand vous entendez que votre femme est touchée, émue même par tous vos efforts? Très ému à mon tour et soulagé. Je prends conscience de ce que j'ai été tellement obnubilé par le fait de me plaindre et de ne pas recevoir la reconnaissance que j'attendais, que je n'étais plus attentif aux marques qu'elle m'a au fond données régulièrement. Je me suis moi-même enfermé dans ma cage. Cette prise de conscience a allégé la relation de ce couple d'un poids qui avait fini par l'anesthésier. Ce dernier exemple éclaire 2 points. Tant que nous n'indiquons pas concrètement à l'autre comment nous souhaitons voir notre besoin satisfait, nous risquerons de le voir s'écraser sous le poids d'un besoin insatiable. C'est comme si nous mettions sur sa tête toute la responsabilité de ce besoin. Devant cette menace, l'autre s'affole et se dit « Je ne peux pas prendre en charge seul cet énorme besoin d'amour, de reconnaissance, d'écoute, de soutien, etc. Donc je m'enfuis ou je m'enferme. » Dans le silence ou la bouderie. C'est ce que Gay Corneau décrit très justement par cette phrase « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Monsieur demande désespérément de la reconnaissance. Madame tente désespérément d'échapper à cette demande. Et plus elle s'échappe, plus il surenchérit. Cela fonctionne bien évidemment dans l'autre sens aussi. Par exemple, Madame demande désespérément de la tendresse et de l'intimité. Monsieur s'affole devant une telle attente et s'échappe au travail. Dans le sport, dans ses papiers, plus elle s'échappe, plus elle demande. Plus elle demande, plus elle s'échappe. C'est qu'il craint de devoir rassasier un besoin d'amour insatisfait depuis l'enfance. C'est trop pour un seul homme. La leçon de cette histoire, si le besoin n'est pas rendu concret par une demande précise, identifiable dans l'espace-temps, par exemple, besoin de reconnaissance. Serais-tu d'accord pour me dire si tu as conscience des efforts que j'ai faits pendant 30 ans? Besoin d'intimité ou de tendresse, serais-tu d'accord pour me prendre dans tes bras 10 minutes et pour me bercer doucement? Il apparaît souvent à l'autre comme une menace. L'autre se demande s'il va pouvoir survivre devant une telle attente, s'il va pouvoir rester lui-même, garder son identité sans être avalé par l'autre. Rappelez-vous que nous sommes souvent piégés par la pensée binaire, ne sachant pas comment être à l'écoute du besoin de l'autre sans cesser d'être à l'écoute du nôtre, ni comment être à l'écoute de notre besoin sans cesser d'être à l'écoute de celui de l'autre. Souvent, pour nous protéger, nous interrompons la relation. Nous coupons l'écoute de l'autre. En indiquant à l'autre quelle est notre demande concrète, par exemple, est-ce que tu es d'accord pour me prendre et de me bercer 10 minutes dans tes bras, nous rendons le besoin moins menaçant. J'ai besoin d'amour, de tendresse, d'intimité, au secours.
parce que nous l'incarnons dans la réalité, dans le quotidien. Ce n'est pas un besoin virtuel, apparemment insatiable et donc menaçant. C'est une demande concrète bien définie en termes d'espace et de temps, et par rapport à laquelle nous pouvons nous situer. Adopter une attitude. Autre point que l'exemple ci-dessus est clair, tant que nous sommes obnubilés par l'idée que notre besoin n'est pas reconnu, nous ne sommes pas disponibles pour constater qu'il est. Madame s'était évertuée à donner de la reconnaissance à monsieur. Or, il était tellement pris, possédé par l'impression de ne pas être compris, qu'il n'entendait rien. Ce phénomène est courant. À force de ressasser l'impression de ne pas être compris ou reconnu, de faire l'objet d'injustice ou de rejet, nous nous forgeons une nouvelle identité. Je suis celui ou celle qui n'est pas compris, pas reconnu, celui ou celle qui est l'objet d'injustice ou de rejet. Nous nous installons dans cette croyance de telle sorte que le monde autour de nous peut bien nous envoyer des messages d'accueil, de compréhension, d'intégration. Nous ne les entendons ni nous les voyons. Je reviendrai sur ce point au chapitre 3. Il est dans ce cas nécessaire de faire un travail sur les besoins fondamentaux. Les questions que nous pouvons nous poser alors sont notamment les suivantes. Puis-je m'apporter à moi-même l'estime, la reconnaissance, l'accueil, la compréhension que j'attends désespérément des autres? Puis-je commencer à nourrir ces besoins moi-même plutôt que de m'entretenir dans cette dépendance envers le regard et l'approbation de l'autre? Et surtout, puis-je vivre mon identité autrement qu'en dans la plainte ou la révolte? Puis-je me sentir en sécurité autrement qu'en m'appuyant contre quelque chose ou quelqu'un? Autrement qu'en me justifiant ou en m'opposant? Puis-je sentir ma sécurité intérieure, ma force intérieure par moi-même, hors pouvoir, hors tension? Une fois notre besoin identifié, nous allons pouvoir formuler une demande concrète et négociable qui va dans le sens de sa satisfaction. Chapitre 1er. Pourquoi nous sommes coupés de nous-mêmes, de nos sentiments ou de nos besoins? Notre monde intellectuel est fait de catégories. Il est bordé de frontières arbitraires et artificielles. Il faut construire des ponts. Mais pour cela, il faut une connaissance, une vision plus grande de l'homme et de sa destinée. Préambule. Je n'ai pas les mots pour dire ma solitude, ma tristesse ou ma colère. Je n'ai pas les mots pour dire mon besoin d'échange, de compréhension, de reconnaissance. Alors je critique, j'insulte ou je frappe. Alors je me pique, je picole ou je déprime. La violence, intériorisée ou extériorisée, résulte d'un manque de vocabulaire. Elle est l'expression d'une frustration qui n'a pas trouvé les mots pour se dire. Et pour cause, nous n'avons jamais acquis le vocabulaire de notre vie intérieure. Nous n'avons pas appris à décrire précisément ce que nous sentons ni quels sont nos besoins. Pourtant, depuis l'enfance, nous avons appris beaucoup de mots. Nous pouvons parler d'histoire, de géographie, de mathématiques, de sciences ou de littérature. Nous pouvons décrire une technique informatique ou sportive, discourir sur l'économie ou le droit. Mais les mots de la vie intérieure, quand les avons-nous appris? En grandissant, nous nous sommes coupés de nos sentiments et de nos besoins.